Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale dans laquelle on va parler de ma transition de genre, on va parler de mes opérations à venir et de comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ma carrière et de comment est-ce que je dois conjuguer tout ça avec des combats à mener en dehors de l'échiquier. Alors si jamais vous me suivez uniquement pour progresser au jeu d'échecs, vous en avez parfaitement le droit. C'est très bien, mais sachez que ce n'est pas cette vidéo qui va vous faire gagner des points Elo. J'ai déjà parlé de ma transition dans de très rares vidéos sur cette chaîne. À chaque fois, pour moi, c'est un moment de grande vulnérabilité. La plupart des gens se sont montrés très bienveillants et très ouverts d'esprit. Donc, si vous décidez de poursuivre cette vidéo, je vous demanderai de bien vouloir faire preuve de la même ouverture d'esprit et de la même bienveillance. Vous le savez probablement si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, mais j'ai déjà bénéficié d'une chirurgie dans le cadre de ma transition. C'était ma féminisation du visage que j'ai eue en janvier 2024 et j'en suis plus que contente. Je n'ai plus du tout de dysphorie au niveau du visage et je m'en porte beaucoup mieux. Il est temps pour moi d'envisager la suite, ce que l'on nomme parfois par euphémisme la chirurgie du bas, que les médecins désignent comme chirurgie de réattribution sexuelle, c'est-à-dire en ce qui me concerne, une vaginoplastie. Évidemment, c'est une chirurgie ultra lourde. Il y a d'ailleurs 3 opérations distinctes, même si la grande majorité des gens les font en une seule journée. Moi, j'ai décidé de procéder à 2 opérations. Une première, la moins lourde des deux, tout prochainement, le 7 avril 2025, et une deuxième opération bien plus lourde, fin 2026. Si j'ai décidé de procéder à 2 opérations au lieu d'une seule, c'est pour des raisons sportives et extrasportives que je développerai dans le reste de la vidéo. Il y a également le coût à prendre en compte. En tant qu'auto-entrepreneur, je n'ai pas de jour de congé maladie. La première opération donne 10 jours de convalescence et la deuxième opération 2 mois de convalescence qui seront donc à ma charge. Et il y a également les dépassements d'honoraires. En théorie seulement, c'est possible d'avoir ces opérations dans le public. En pratique, il y a souvent 6 à 8 ans d'attente. De plus, très peu de chirurgiens restent dans le public. La plupart se forment dans le public pendant 2 ans, puis vont dans le privé où ils appliquent leur dépassement d'honoraires. Pour moi, la première opération, il y aura 1325 € de dépassement d'honoraires et pour la deuxième, 14 000 € de dépassement. J'aurais aimé ne pas avoir à demander, vraiment ça me fait de la peine et ça me fait même un peu honte, mais je n'ai pas d'autre choix. Je peux pas du tout me permettre, en plus des 2 à 3 mois de convalescence cumulée pendant lesquels je ne toucherai aucun revenu, de payer ces plus de 15 000 € de frais. Et c'est pour ça que j'ai créé une cagnotte dont l'intégralité des dons reversés servira uniquement à payer ces 2 opérations. Il s'agit d'une page GoFundMe dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et sur cette page, je raconte en long et en large, en anglais et en français, à quel point je ressens le besoin de ces opérations depuis au moins le début de mon adolescence, depuis le début de ma puberté, à quel point ce besoin d'être opéré s'est accentué et s'accentue de manière accélérée au cours de ces dernières années. J'ai désormais 37 ans et le chemin qu'il me reste à parcourir est encore bien long. J'ai la certitude absolue que la première opération va déjà me permettre de me sentir bien mieux, mais également je suis certaine que je ne me sentirai pas pleinement moi-même avant la deuxième opération. Et après cette opération, j'aurai encore 2 à 3 mois de convalescence, 6 mois avant de retrouver un plein état de forme, et pendant un an, il me faudra faire des soins quotidiens. Donc c'est vraiment le parcours de la combattante, mais au terme de ce parcours, l'objectif, c'est que j'arrive à mes 40 ans par la deuxième partie de ma vie à enfin avoir un corps dans lequel je me sente bien, mais surtout à enfin avoir un corps dans lequel je me sente pleinement moi-même. Et cet objectif de vie, je pourrais jamais le réaliser sans la générosité d'autrui. Donc si jamais vous pouvez vous permettre de m'aider financièrement, ne serait-ce que d'un tout petit peu, je vous en serai éternellement reconnaissante. Pour que je vous explique pourquoi j'ai décidé de faire 2 opérations au lieu d'une seule, alors même que ça implique plus de risques, plus de frais, plus de convalescence et surtout plus d'attente, alors même que l'on peut plus d'attendre, il faut que je vous explique comment ces opérations s'inscrivent dans ma carrière. Toute fin 2023, je suis devenue maître international féminin au terme d'un parcours de la combattante dans lequel j'ai pris assez peu de plaisir au final. C'est-à-dire que je savais que j'avais le niveau pour obtenir ces 3 normes de maître international féminin
synonyme de titre, mais du coup, à chaque tournoi, j'arrivais ultra stressée. Je jouais avec le frein à main dès que je voyais que la norme était à portée, et au final, c'était très peu plaisant. Donc, quand je suis devenue enfin la première femme trans à maître international féminin, j'étais surtout très contente de m'être débarrassée de cette corvée. D'autant plus que ce titre s'est accompagné d'une vague de harcèlement comme j'en ai connu par le passé et comme j'en connaîtrai encore. Et juste après ce titre, j'avais ma chirurgie de féminisation du visage, donc bien d'autres choses à penser. C'est pour ça que pour moi la page était tournée et j'avais déclaré en interview: pour ce qui est de l'avenir, je souhaite continuer à m'entraîner et à jouer sans me fixer d'objectifs précis, en profitant juste du jeu sans pression supplémentaire. Mais il s'est trouvé que quelques semaines à peine après mon opération de féminisation du visage, alors même que j'étais encore convalescente, j'ai représenté la France en Mitropa Cup et on a obtenu une magnifique médaille d'argent par équipe, alors même qu'on avait une des plus petites équipes sur le papier. Et j'ai grandement contribué à cette belle prestation vu qu'au premier échiquier, j'ai porté cette équipe de France en gagnant une médaille en individuel et en réalisant ma première norme de grand maître international féminin. Et donc ce meilleur tournoi de ma vie, arrivé de manière totalement imprévue, a naturellement suggéré deux objectifs. Le premier, ça serait de représenter la France dans une compétition encore plus prestigieuse que la Mitropa Cup, à savoir soit le championnat d'Europe des nations, soit même les Olympiades. Ça sera très difficile d'être sélectionné parce que j'oscille autour de la 8e place comme là actuellement et qu'il n'y a que 5 joueuses sélectionnées et que la compétition est féroce, bien que évidemment totalement bienveillante entre les meilleures joueuses françaises, mais qui sait, peut-être un jour être sélectionnée aux Olympiades ou aux Championnats d'Europe des Nations, ça serait pour moi un rêve absolu. Et le deuxième rêve qui a commencé à se concrétiser à cette Mitropa Cup dans laquelle j'ai réalisé ma première norme de grand maître international féminin, c'est de gagner ce titre de grand maître international féminin. Pour ça, il faut 3 normes, c'est-à-dire 3 performances à plus de 2400 Elo avec en plus des conditions de joueurs titrés et étrangers, etc. Je pensais que c'était totalement hors de ma portée, mais cette première norme arrivait de manière impromptue à laisser suggérer que peut-être c'était possible. Et tout récemment, j'ai réalisé une deuxième norme de grand maître international féminin au terme du nouveau meilleur tournoi de ma vie. Donc il m'en manque plus qu'une. Il va falloir que je la réalise en open parce que les règles imposent qu'une de ces 3 normes se fasse en open. Donc il va falloir que à 37 ans ou plus, je réalise le meilleur tournoi open de toute ma vie. Ça sera très difficile, mais peut-être pas impossible. Et enfin, en 2023, je suis devenue vice-championne de France de Blitz, également vice-championne de France de partie rapide. Là, la photo a été prise en 2024 en finale du championnat de France de Blitz en ligne, finale que j'ai perdue face à Marie Sebag pour devenir donc vice-championne de France de Blitz en ligne. En 2024 également, je suis devenue avec mon club d'Anières vice-championne de France par équipe. Donc tous ces titres de vice-championne de France étaient à chaque fois des exploits. Donc je m'en félicite et je m'en réjouis, mais en même temps c'est terriblement frustrant de n'avoir jamais remporté le titre suprême de championne de France. D'autant plus que remporter ce titre de championne de France voudrait dire que j'ai su surmonter la peur de gagner qui monte en moi à chaque fois que ce titre paraît à portée. Et en ce qui me concerne, cette peur de gagner, elle vient de la transphobie, du torrent de harcèlement transphobe que je subis à chaque fois que j'accomplis quelque chose ou à chaque fois que n'importe quel sportif trans à travers le monde gagne n'importe quelle compétition aussi petite soit-elle. Et donc gagner une fois un titre de championne de France serait synonyme pour moi d'une double victoire, victoire sur l'échiquier contre mes adversaires, mais également victoire en dehors de l'échiquier contre tous les harceleurs et les haters. Et donc même si j'adorerais pouvoir jouer aux échecs sans pression et simplement pour le plaisir intrinsèque de ce jeu que j'adore, qui est ma passion et même ma vocation,
Trois objectifs se sont imposés à moi. Le premier et le plus important à mes yeux, c'est d'être sélectionné un jour en équipe de France aux championnats d'Europe des nations ou aux Olympiades. Le deuxième, c'est donc de devenir grand maître international féminin. Et le troisième, c'est de gagner un jour un titre de championne de France à n'importe quelle cadence, en individuel ou par équipe. Alors, quelles sont mes chances de remporter ces objectifs? Si j'avais énormément de temps devant moi, 1 an, 2 ans, peut-être 5 ans, je dirais que mes chances pour chacun de ces objectifs sont raisonnables, voire même assez grandes peut-être pour certains. Le problème, c'est que je pense pas du tout avoir de temps et je dirais que mes chances de remporter n'importe lequel de ces objectifs sont proches de zéro. Alors pourquoi est-ce que je pense ne pas avoir le temps d'accomplir ne serait-ce qu'un seul de mes trois grands objectifs? Tout simplement parce que je suis à peu près certaine que la Fédération internationale des échecs, d'ici quelques semaines, au plus quelques mois, bannira définitivement les femmes trans des compétitions. Il y a eu déjà un premier ban partiel en août 2023. À l'époque, ce ban partiel m'avait surprise, choquée et même bouleversée. La FIDE s'était donné 2 ans pour renouveler ce règlement, mais on pouvait penser que ce serait jamais pire que ce ban partiel, vu que la Fédération internationale des échecs se doit de respecter les exigences du Comité international olympique, le CIO. D'après le CIO, la place des femmes trans dans le sport doit être régie par trois grands principes que sont l'équité, l'inclusion et la non-discrimination. Le CIO rappelle en outre que toute personne a le droit de pratiquer un sport sans discrimination et d'une manière qui respecte sa santé, sa sécurité et sa dignité. Il s'agit là d'un droit fondamental humain. Comme toute fédération internationale sportive, la FIDE doit respecter ce cadre défini par le CIO. Et comme au jeu d'échecs, il n'y a pas de souci d'équité, il n'y a pas de souci d'avantage biologique, on pouvait penser qu'il n'y aurait jamais de ban définitif des femmes trans dans le jeu d'échecs, car cela enfreindrait les principes d'inclusion et de non-discrimination. Puisque j'ai parlé d'avantages biologiques, je me dois de préciser qu'en 2024, le CIO a publié une méta-analyse de l'ensemble de la recherche sur la question des femmes trans dans le sport, et cette méta-analyse a montré que, sans même parler des obstacles sociologiques auxquels les femmes trans sont confrontées, et contrairement aux idées reçues, non seulement les femmes trans n'ont pas d'avantage sur les femmes cis dans les sports physiques, mais qu'elles sont même désavantagées. Pour être plus précise, cette méta-analyse a montré que les femmes trans ont des plus mauvaises performances sur les questions de force du bas du corps, des plus mauvaises performances sur les questions respiratoires, ont un taux de masse graisseuse plus élevé, un taux de masse musculaire plus bas, que la densité osseuse est comparable chez les femmes trans et les femmes cis, et enfin que le taux d'hémoglobine, qui est très corrélé au succès des sportifs et sportives dans les sports physiques, est équivalent pour les femmes trans et les femmes cis. Donc voilà, qui bouleverse les idées reçues, mais qui prône pour l'inclusion des femmes trans dans le sport, y compris dans les sports physiques. Malheureusement, même à l'époque de Thomas Bach à la présidence du CIO, peu de fédérations internationales respectaient ces principes d'inclusion et de non-discrimination et respectaient l'état de la recherche scientifique. En revanche, beaucoup de fédérations internationales ont banni les sportifs trans, soit par principe de précaution, soit pour des raisons purement politiques plus ou moins affichées. Parmi les fédérations internationales qui ont banni les sportifs trans se trouve la fédération d'athlétisme, présidé par l'ultra-réactionnaire Lord Sebastian Coe, qui se trouve être le grandissime favori à l'élection toute prochaine à la tête du CIO. Et Sebastian Coe fait campagne pour l'exclusion pure et simple des femmes trans de tous les sports. Cela comprendrait également le jeu d'échecs. Rappelons que la Fédération internationale des échecs est présidée par l'oligarque Arkady Dvorkovitch qui a été numéro 3 de la FIDE juste derrière Poutine et Medvedev, et que la Russie se sert de la FIDE comme arme de soft power pour asseoir et propager sa vision ultra-conservatrice. En Russie, après l'implémentation de lois anti-LGBT et en particulier anti-trans parmi les plus répressives et les plus cruelles au monde, le quotidien des personnes trans se réduit à essayer de survivre chaque jour. Moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai vécu en Russie en famille d'accueil quand j'étais adolescente.
D'ailleurs, en tant que personne trans visible, en tant que militante ayant des liens directs avec la Russie, c'est pas du tout impensable que j'y sois fichée pour terrorisme, excusez du peu, et donc c'est pas demain la veille que j'irai faire un tournoi d'échecs en Russie. Assez parlé de la Russie de Poutine, parlons un peu des États-Unis de Donald Trump. Durant la campagne présidentielle, les républicains ont dépensé plus de 200 millions de dollars en publicité télé pour attaquer les personnes trans et leurs droits. Durant les dernières semaines, juste avant les élections, c'était plus de 40% du budget pub des républicains qui visait directement les personnes trans et leur cible préférée, c'était les sportifs trans, à croire qu'il n'y a pas de plus gros problème dans le monde que la participation de quelques rares sportifs trans à des compétitions féminines. Au moins, on ne peut pas reprocher à Donald Trump de ne pas avoir tenu parole là-dessus. Juste après son investiture, il a signé un décret excluant les athlètes trans des catégories sportives féminines. Dans un ordre exécutif, Donald Trump a également défini les femmes comme étant des adultes humaines femelles et les femelles comme étant des personnes qui, à la conception, appartiennent au sexe qui produit des gros gamètes. Ça peut paraître très alambiqué et étrange comme formule, d'autant plus qu'à la conception, personne ne produit de gamètes, et même plus tard dans la vie, beaucoup n'en produiront jamais, ou alors certains et certaines en ont produit mais n'en produisent plus. Donc prenons un moment pour expliquer le pourquoi de cette formule paradoxale. Donald Trump voulait enfermer les femmes dans un destin biologique, il fallait donc les définir biologiquement tout en excluant les femmes trans et les personnes intersexes. C'est pour ça que Donald Trump avait besoin d'une définition biologique utilisant un critère qui soit à la fois binaire et immuable. C'est pour ça qu'il n'a pas pris le sexe hormonal, ni le sexe génital, ni le sexe chromosomique, mais donc ce choix paradoxal des gros et des petits gamètes pour définir les hommes et les femmes afin d'exclure les personnes trans de ces définitions. Déjà en 2018, le président Trump avait voulu définir biologiquement et binairement les femmes et les hommes. À l'époque, un comité de 2617 scientifiques avait expliqué au président américain qu'il fallait peut-être dépasser le niveau CE2 en biologie et que non, le sexe n'était pas binaire, pas plus que le genre. Mais Trump n'en a que faire des études scientifiques, vous l'avez sûrement vu, le camp autoproclamé pro-free speech, pro-liberté d'expression a fait effacer des milliers de pages internet comprenant des mots comme transgenre ou encore inclusion, mais également des milliers d'articles scientifiques comprenant par exemple le mot femme ou n'importe quel mot comme préjugé ou réchauffement climatique connoté woke. Les personnes trans qui avaient pu changer leur mention de sexe à l'état civil voient désormais ce changement annulé. C'est par exemple le cas de l'actrice Hunter Schafer qui a à nouveau un passeport avec la mention M. L'administration Trump a également décidé de virer les 15 000 militaires trans de son armée, même si ça va coûter 8 milliards et rien rapporter. Et il parle également de virer toutes les personnes trans travaillant dans l'éducation. Toutes ces mesures ont poussé l'Institut Lemkin, une ONG de prévention des génocides, à lever son drapeau rouge contre l'agenda anti-trans de Trump. L'Institut explique que l'administration Trump pose une menace génocidaire à l'encontre des personnes trans et que cette menace s'étendra immanquablement à d'autres groupes comme à chaque fois dans les processus génocidaires. Alors évidemment, tout ça me touche énormément, mais en quoi est-ce que ça me concerne directement? Par exemple, imaginons que la FIDE organise à nouveau ce championnat du monde de blitz et rapide aux États-Unis comme elle l'a fait en décembre 2024 à New York. En théorie, d'après le règlement actuel, je pourrais y participer, sauf que désormais, aller aux États-Unis en tant que sportif trans est un délit et les sportifs trans se voient simplement refuser les visas d'entrée. En outre, Donald Trump a expliqué que les États-Unis allaient désormais faire pression sur les organismes internationaux pour exclure des compétitions féminines toutes les sportives trans, et ce sera évidemment le cas à la FIDE. Alors qu'en est-il en France? En 2021-2022, au début de ma transition, je me suis battu pour que la Fédération française des échecs adopte un règlement inclusif, ce qu'elle a fini par faire en juillet 2022, et je remercierai jamais assez celles et ceux qui ont contribué à ce changement de règlement vers plus d'inclusivité, notamment parmi les dirigeants de la Fédé. Et en août 2023, à l'annonce du ban partiel de la FIDE, la FFE a répondu qu'en France, nous n'allons pas suivre la décision de la Fédération internationale, ce qui est rassurant, mais en cas de nouveau ban, on peut s'attendre à ce que la FIDE
impose un bras de fer aux fédérations récalcitrantes et à ce jeu-là, c'est pas dit que la FFE tienne très longtemps. En France, tous sports confondus, si on compte que les sportifs de haut niveau, il y a en Sportif trans 2 joueuses d'échecs. Serafina Bosque, qui n'est pas encore titrée, mais ça ne serait tardé, et elle a déjà participé à un championnat de France, et donc moi-même. Il y a aussi une rugbywoman, Alexia Serenis, qui évolue en première division, et ça se passe tellement bien avec Alexia, ses coéquipières et aussi ses adversaires que la Fédération française de rugby, modèle d'inclusivité, milite auprès des autres fédérations nationales de rugby pour plus d'inclusivité des femmes trans. Et enfin, il y a Alba Diouf, qui parmi les 300 000 licenciés de la Fédération française d'athlétisme est la seule personne trans. Alba est une sprinteuse, une très bonne sprinteuse qui aurait pu éventuellement se qualifier aux Jeux Olympiques, donc elle n'écrase pas du tout sa catégorie, mais pas de chance, elle a été interdite de compétition par Sébastien Coe, probablement le futur président du CIO. Évidemment, dans le sport, il n'y a pas que le haut niveau et c'est même pas le plus important, mais si je vous parle de haut niveau, c'est que le discours anti-trans cible directement les sportifs trans de haut niveau. Si demain je m'inscris à la Parisienne, une course réservée aux femmes, et que je finis dans les dernières parce que je sais pas courir, ça pose de problème à quasiment personne. Le sujet pour les sportifs trans n'est pas d'avoir le droit de participer, mais d'avoir le droit de gagner. Donc en France, nous sommes en tout et pour tout 4 sportifs trans de haut niveau, dont une qui n'a déjà pas le droit de concourir, et pourtant, ça n'a pas empêché le Rassemblement national de déposer une proposition de loi visant à faire concourir les sportifs dans la catégorie correspondant à leur sexe figurant sur leur acte de naissance et non pas à la mention de sexe figurant sur leur carte d'identité désormais. Cette loi n'a jamais été ni votée ni rejetée parce que elle a été déposée juste avant la dissolution, mais la volonté politique est bel et bien là. Et donc même si le futur est incertain, que j'adorerais me tromper considérant qu'il y a une volonté commune de la FIDE, du futur CIO, de la Russie, des États-Unis et de l'extrême droite française pour bannir les jeux d'échecs trans, je m'attends à un ban imminent. Et donc, pour mes objectifs d'être sélectionné en équipe de France, de devenir grand maître féminin ou de devenir championne de France, je crois que c'est raté parce que c'est pas en quelques semaines ou quelques mois tout au plus qu'il me resterait à jouer aux échecs en tant que femme que je vais accomplir ne serait-ce qu'un seul de ces objectifs. Certains diront peut-être que je pourrais toujours jouer aux échecs dans les compétitions mixtes, et la plupart des tournois que je fais actuellement sont mixtes. La plupart des parties que je joue sont contre des hommes. Ça pose évidemment aucun problème d'affronter un homme en tant que femme. En revanche, je refuserais de jouer une compétition FIDE si j'ai à nouveau un M sur mon profil FIDE, tout comme je refuserais de disputer une compétition FFE si je devais avoir à nouveau un M sur ma licence FFE. Et dans tous les cas, je n'irai dans aucun lieu public où je serais par exemple forcé d'aller dans les toilettes des hommes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon opération en 2 opérations distinctes, à savoir une première le 7 avril afin de me permettre d'avancer dans ma transition, de me sentir enfin mieux dans mon corps sans pour autant m'empêcher de pouvoir jouer aux échecs tant que j'ai le droit, et également de pouvoir combattre, d'avoir l'énergie pour me battre de toutes mes forces contre ce ban imminent, probable en tout cas. Et enfin, une deuxième opération plus grosse, plus lourde, celle-ci fin 2026, une fois que je pourrais dire que j'ai fait le maximum pour lutter contre ces mesures à venir et pour me permettre d'arriver à mes 40 ans avec un corps qui soit pleinement le mien. Quand on est une sportive trans, c'est quelque chose de vertigineux à voir les hommes les plus puissants du monde, les Trump, les Musk, les Poutine, tout faire en leur pouvoir pour nous empêcher de pratiquer notre passion. On en vient à se demander, mais pourquoi ces hommes dépensent-ils tant d'argent, de temps et d'énergie à nous bannir? Et comme au jeu d'échecs, l'adversaire a le droit de jouer de bons coups, il y a une hypothèse qu'on ne peut pas se permettre d'écarter a priori, c'est qu'ils aient raison. Peut-être que quand Trump déclare être fier d'être le président qui a sauvé le sport féminin, il a raison. Alors je pourrais vous parler pendant des heures des obstacles supplémentaires qu'ont à franchir les sportifs trans. Je pourrais également vous parler pendant des heures de l'état de la recherche scientifique sur la biologie et la physiologie des sportifs trans. Je pourrais vous faire constater que n'importe quel grand champion et n'importe quelle grande championne a un avantage biologique sur la moyenne des gens
en tout cas, que bien loin de les bannir, ces grands champions, on les célèbre précisément pour leurs avantages biologiques et on les qualifie alors de surhommes, je pourrais vous faire constater que cette notion d'avantage biologique, on ne l'évoque comme un problème que lorsqu'il s'agit de sportifs trans, même si alors cet avantage est supposé toujours mais jamais prouvé. À la place, je vais plutôt vous donner quelques chiffres sur la participation des sportifs trans. Alors revenons sur cet ordre exécutif signé par Donald Trump en grande pompe. C'était pour interdire l'accès au sport à toute personne trans dans les écoles, collèges, lycées et universités américains. C'était pour, comme il l'a dit, sauver le sport féminin. Alors combien de personnes est-ce que ça concerne? Au total, dans le sport scolaire et universitaire aux États-Unis, il y a plus de 500 000 personnes. Parmi elles, moins de 10 étaient trans, femmes trans et hommes trans réunis. Donc les républicains et l'administration Trump ont dépensé des dizaines de millions de dollars, ont occupé l'espace médiatique pendant des mois pour au final bannir juste quelques jeunes filles et quelques jeunes hommes, les empêcher de pratiquer leur passion. Aucune de ces personnes trans ne dominait son sport en universitaire ou en scolaire. Pendant les Jeux Olympiques de Paris, vous avez très sûrement entendu parler de la polémique autour d'Iman Khalif, la boxeuse algérienne accusée à tort par Donald Trump et l'ensemble des réactionnaires du monde entier d'être une femme trans, alors que non, elle a été assignée femme à la naissance, elle a toujours grandi et vécu en tant que femme, elle est juste musclée, masculine et arabe, mais elle n'est pas trans, elle est ce qu'on appelle une femme cisgenre. En vérité, aux Jeux Olympiques, depuis 2003 que le CIO a ouvert sous condition ces compétitions aux sportifs trans, il y a eu 81 000 Olympiens et Paralympiens au total. Sur ces 81 000 personnes, il y a eu 2 femmes trans, une haltérophile aux Jeux de Tokyo en 2021 qui a fini dernière de sa compétition et une sprinteuse aux Jeux paralympiques de Paris en 2024 qui a fini 37e sur 42. Alors même que dans la population générale, les personnes trans représentent environ une personne sur 300, dans le sport, à tous les niveaux, on est plutôt 2 ordres de grandeur en dessous, une personne trans sur 30 000, voire moins. D'un point de vue sociologique, ça s'explique très facilement par tous les obstacles supplémentaires auxquels font face les personnes trans. Donc si vous pensiez que demain, il allait y avoir une femme trans championne olympique ou une femme trans championne du monde dans un sport concurrentiel, sachez que d'un point de vue statistique, c'est totalement impossible. On est déjà très peu nombreuses à la base et en plus, on a bien d'autres épreuves dans la vie à surmonter. Donc gardez cette réalité et ces chiffres en tête la prochaine fois que vous verrez des réactionnaires débattre de la place des sportifs trans dans les journaux ou sur les plateaux télé, la prochaine fois que vous verrez des politiques déposer une proposition de loi pour sauver le sport féminin comme ils disent, rappelez-vous que les sportifs trans à haut niveau en France, tous sports confondus, vous pouvez les compter sur les doigts d'une seule main. Comprenez bien que si pour nous, nous empêcher de pratiquer notre passion, notre sport avec un minimum de dignité, ce qui est pourtant un droit fondamental humain, ça nous détruit la vie, ça ne fait de bien à personne. Et posez-vous la question et posez la question à tous ces gens, ces décideurs, si pour sauver le sport féminin, plutôt que dépenser autant de temps, d'argent et d'énergie à bannir quelques rares sportifs trans, il faudrait pas mieux dépenser tout ce temps, tout cet argent et toute cette énergie à former des entraîneuses, à former des dirigeantes, à former des arbitres, à médiatiser les joueuses, à prévenir les violences sexistes et sexuelles ou à financer des compétitions féminines. Et donc si les sportifs trans ne représentent pas du tout une menace pour les autres sportives, pourquoi est-ce que l'extrême droite à travers le monde a fait de ces sportifs trans son cheval de bataille? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'importance symbolique des personnes trans, et en particulier des femmes trans pour l'extrême droite depuis plus de 100 ans. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la nécessité pour tout régime d'extrême droite de créer non seulement un ennemi extérieur, mais aussi un ennemi intérieur, servant à rediriger la colère des opprimés, à dire à ces opprimés, vous avez raison d'être en colère, mais ne soyez pas en colère contre nous, les dirigeants, soyez plutôt en colère contre plus petits et plus opprimés que vous. Transformez votre colère en schadenfreude, voire en sadisme, ça va vous faire du bien. Il y aurait beaucoup à dire, mais cette vidéo est déjà longue, alors je voudrais me concentrer sur un point. En vrai, l'extrême droite s'en contrefout des sportifs trans parce qu'elle s'en contrefout du sport féminin.
sinon elle ne parlerait pas uniquement du sport féminin pour faire du mal aux personnes trans. Le sujet des sportifs trans est avant tout un moyen de toucher in fine d'autres droits, d'autres populations, à savoir toutes les personnes LGBT et toutes les femmes. Revenons sur la définition donnée par Trump et donc désormais officielle aux États-Unis des femmes. Une personne qui, à la conception, appartient au sexe qui produit des gros gamètes. On voit là l'enfermement des femmes dans le destin biologique que dénonçait et réfutait Simone de Beauvoir quand elle écrivait en 1949 « On ne naît pas femme, on le devient ». Les réactionnaires ne pensent évidemment pas que le monde ira mieux quand quelques femmes trans ne pourront plus pratiquer leur passion dans la dignité. Leur vrai but, c'est d'effacer plus de 70 ans de féminisme, de revenir à une époque où l'on pensait que parce qu'elles seraient biologiquement inférieures, le rôle des femmes est d'appartenir à un homme et de lui servir à la fameuse triade, faire l'amour, faire des enfants et faire le ménage. On voit d'ailleurs que d'après cette définition, la personne humaine commencerait dès la conception et donc cette définition pourrait tout à fait servir de base pour interdire au niveau fédéral non seulement tout IVG mais même la pilule du lendemain. Le sujet des sportifs trans, il sert à l'extrême droite de pied dans la porte. C'est-à-dire que si un dirigeant d'extrême droite fait du porte-à-porte et que dès que quelqu'un lui ouvre la porte, il commence à dire « Non mais alors moi je suis contre le mariage pour tous, je suis contre l'avortement », le plus probable c'est que la personne lui referme directement la porte. Alors il va pas dire ça, en tout cas pas tout de suite. Il va commencer par dire « Mais vous savez pas quoi, maintenant à cause des woke, il y a des hommes qui battent des femmes dans les compétitions sportives. » C'est le pied dans la porte, c'est ce qui va empêcher la personne de refermer sa porte. La personne interloquée, elle va peut-être dire « Ah bon, ben c'est surprenant quand même, dites-moi en plus, venez, installez-vous. » Une fois que ce dirigeant d'extrême droite sera bien installé, là il va pouvoir déblatérer tout son discours anti-mariage pour tous, anti-avortement. Une autre manière de voir ça, c'est l'effet domino. Le premier domino qui est tout petit, qui paye pas de mine, c'est les femmes trans dans le sport. Le deuxième, c'est les personnes trans mineures. Le troisième, c'est tous les droits des personnes trans. Le quatrième, c'est tous les droits LGBT. Le cinquième, c'est tous les droits reproductifs. Et le sixième, c'est l'ensemble des droits des femmes. Et que chacun sait que si le premier domino il tombe, tous les autres dominos vont tomber juste après. Et comme on voit aux États-Unis, où aujourd'hui même c'est l'ensemble des droits reproductifs et tous les droits des femmes qui sont menacés, les dominos tombent très vite. En 2021-2022, je me suis battue pour que sur mon profil FIDE, il y ait écrit genre féminin. Mon combat désormais, c'est qu'il n'y ait jamais écrit à la place sexe a pu produire par le passé des petits gamètes. Ce combat, je le mène évidemment pour moi, je le mène également pour toutes les personnes trans, hommes y compris. Encore récemment, un homme trans français s'est vu refuser par la FIDE le fait de pouvoir jouer en tant qu'homme. C'est-à-dire que la FIDE lui a dit « Ah oui, si tu veux jouer aux échecs, il n'y a pas de souci, mais nous, on va continuer à dire à tout le monde que en réalité, tu serais une femme. » Et ce combat, je le mène également et peut-être surtout pour toutes les femmes. C'est d'une violence extrême de laisser entendre que les catégories aux échecs pourraient être faites non pas en fonction du genre, mais en fonction du sexe. De dire à une joueuse « Ah oui, non mais toi tu produis des gros gamètes, donc forcément tu joues moins bien aux échecs, donc on va te faire des tournois à part. » Non, aux échecs, pour des raisons historiques, il y a déjà beaucoup moins de femmes qui jouent que d'hommes. Alors il y en a de plus en plus, mais encore bien moins que 50%. Et parce que ces femmes subissent bien des discriminations et bien des violences en général, elles restent beaucoup moins longtemps à jouer aux échecs. Et donc, on peut prendre, pour corriger cela, des mesures paritaires. On peut par exemple former des dirigeantes, on peut également former des entraîneuses, former des femmes arbitres, on peut essayer de rendre les cours plus inclusifs et les clubs plus inclusifs, etc., etc. Et parmi l'ensemble de ces mesures paritaires, on peut également réserver certains tournois aux joueuses et réserver certains prix aux joueuses. Ce qui compte pour les catégories aux échecs, c'est le vécu en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est-à-dire le genre et pas du tout la taille des gamètes que les personnes produisent. Au risque de paraître pessimiste, voire défaitiste, je crois malheureusement que d'ici quelques semaines ou quelques mois, il y aura à la place de genre féminin, sexe mâle. Je ne sais pas si ça sera dû à la FIDE actuelle, à la FIDE sous pression de la Russie, à la FIDE sous pression des États-Unis, à la FIDE sous la pression du nouveau CIO, ou même à l'extrême droite française, mais je pense que ça finira par arriver et que ça arrivera prochainement. Cela dit, ce n'est pas parce qu'un combat est perdu d'avance qu'il ne faut pas le mener. Des combats en dehors de l'échiquier, je n'ai déjà mené. Ne serait-ce que pour avoir le droit de jouer aux échecs en tant que femme, il a fallu se battre et bénéficier des bons soutiens. Je me suis également battue avec d'autres joueuses françaises
quand on a écrit et co-signé une lettre ouverte pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, et même si malheureusement il y a encore tout ce spectre de ces violences sexistes et sexuelles dans le jeu d'échecs en France comme à l'étranger, notre combat a porté des fruits, a amené une prise de conscience collective de ce problème, a changé certaines mentalités et a amené la mise en place de mesures qui vont dans le bon sens. Ces combats, ils ont été reconnus même bien au-delà du jeu d'échecs. Je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne ni en public, mais j'ai été nommée parmi les 40 femmes Forbes françaises pour mes combats autour du jeu d'échecs. Je ne l'ai jamais dit parce que ça me paraît très incongru et que j'ai un énorme syndrome de l'impostrice, d'autant plus que dans la liste des 40 primées, il y a Amélie Mauresmo, légende absolue du sport français, et que j'ai pas accompli un millième de ce qu'elle a pu accomplir dans l'ensemble de sa carrière en tant que joueuse ou en tant qu'entraîneuse. C'est d'ailleurs l'occasion, en parlant d'Amélie, de rappeler que toute sa carrière, elle a subi de la transphobie alors qu'elle est une femme cisgenre. Les premières victimes de transphobie, c'est même pas les personnes trans parce qu'on est très peu nombreux, mais c'est les femmes cis. Alors ce nouveau combat, quelle forme prendra-t-il? Évidemment, ça va dépendre de quand, comment et par qui ce futur ban arrivera. Mais être joueuse d'échecs est le cœur de mon identité et je me battrai avec toutes les armes de la non-violence, cela va sans dire, jusqu'au bout pour que cette identité reste reconnue. En attendant, j'ai commencé la coécriture d'un article scientifique sur les joueuses d'échecs trans avec Anaïs Bohuon, docteur en sociologie, docteur en histoire, spécialiste mondiale des questions de genre, et une de ses collègues, Anne Schmidt, également docteur en sociologie. C'est beaucoup de travail et c'est pour moi un travail bénévole, mais on a grand besoin de sciences humaines tant qu'elles sont autorisées. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous dire qu'au début de ma transition, je m'étais fait une promesse. Je savais que ça allait être très difficile. Je savais que j'allais au-devant de bien du harcèlement et que j'allais subir bien des violences. Et je m'étais faite la promesse de toujours essayer de ne jamais haïr en retour. Cette promesse, je me l'étais faite non pas par grandeur d'âme ou par mansuétude, je me l'étais faite parce que je me disais que moi, je ne méritais pas d'être rempli d'aigreur ou rempli de haine. Il y a quelques semaines, j'ai compris que cette promesse ne suffisait pas, ou en tout cas qu'elle ne suffisait plus. La vague de mesures anti-trans prises par Trump a provoqué une vague de suicides chez les personnes trans aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les assos et les influenceurs trans étaient pris de court, pris au dépourvu et se contentaient de répéter en boucle « Stay alive », essayer de rester en vie. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que c'était une question de temps, que tôt ou tard, je ne pourrais plus jouer en tant que femme au jeu d'échecs. Je me suis retrouvé on ne peut plus déprimé. En tout cas, je l'avais jamais été autant depuis le début de ma transition. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je me fasse une autre promesse. Je venais de comprendre que non seulement la déprime nous isole, elle nous empêche également d'agir. Tandis que la joie, non seulement elle nous unit, elle nous donne également de l'entrain pour agir. Et donc je me suis faite la promesse de choisir la joie. Choisir la joie non pas comme but de vie ou même comme fin en soi, mais de choisir la joie comme moyen, comme moteur essentiel pour mener ces combats. Alors le ton de cette vidéo est quelque peu dramatique, j'en conviens bien volontiers, mais je vous promets que la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai encore la tête haute et le sourire aux lèvres. Ces combats pour pouvoir devenir pleinement moi-même et pour pouvoir continuer à dire que je suis une joueuse d'échecs, je ne peux pas les mener seule. Alors merci énormément à toutes celles et ceux qui me soutiennent, que ce soit en mettant un commentaire de soutien sous cette vidéo, que ce soit en partageant cette vidéo ou en partageant cette cagnotte sur vos réseaux sociaux. Et évidemment, si jamais vous pouvez me soutenir financièrement par un don, je vous en serez éternellement reconnaissante. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Prochaine vidéo, promis, on parle d'échecs et d'échecs uniquement. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao.